Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur C8 et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des lectures des lettres, de la lecture des lettres choisies de Madame de Sévigné. Alors ces lettres constituent un témoignage extraordinaire par rapport à l'époque à laquelle vivait Madame de Sévigné, sur ce qui se passait dans la cour du roi Louis XIV, comment la société évoluait, puisque la correspondance de Madame de Sévigné, dans cette correspondance, elle décrit la peinture donc des mœurs, des caractères de ses contemporains, la vie à la cour, et puis les principaux événements qui se sont passés durant le règne de Louis XIV. Et ça a été une véritable mine d'or, et ça l'est toujours, pour les historiens et pour les philosophes. Nous avons commencé notre lecture ensemble. Nous avons lu trois lettres déjà de Madame de Sévigné, il me semble, et nous allons entamer la lettre numéro 20. Qu'elle a écrite à sa fille, toujours, à Madame de Grignan, le 11 juillet 1672. Je vous souhaite une belle lecture. Et si vous souhaitez réagir sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire en utilisant le hashtag VBN. Voilà, c'est tout. On commence notre lecture ? C'est parti, bonne lecture. À Paris, ce lundi 11 juillet 1672. Ne parlons plus de mon voyage, ma pauvre bonne. Il y a si longtemps que nous faisons autre chose qu'enfin, cela fatigue. C'est comme les longues maladies qui usent la douleur. Les longues espérances usent toute la joie. Vous aurez dépensé tout le plaisir de me voir en attendant. Quand j'arriverai, vous serez tout accoutumé à moi. J'ai été obligée de rendre les derniers devoirs à ma tante. Il a fallu encore quelques jours au-delà. Enfin, voilà qui est fait. Je pars mercredi et vais coucher à Essonne ou à Melun. Je vais par la Bourgogne. Je ne m'arrêterai point à Dijon. Je ne pourrai pas refuser quelques jours en passant à quelques vieilles tantes que je n'aime guère. Je vous écrirai d'où je pourrai. Je ne puis marquer aucun jour. Le temps est divin. Il a plu comme pour le roi. Notre abbé est gai et content. La mousse est un peu effrayée de la grandeur du voyage, mais je lui donnerai du courage. Pour moi, je suis ravie. Et si vous en doutez, mandez-le-moi à Lyon, afin que je m'en retourne sur mes pas. Voilà, ma bonne, tout ce que je vous manderai. Votre lettre du 3 était un peu séchette, mais je ne m'en soucie guère. Vous me dites que je vous demande pourquoi vous ôtez la porte. Si je l'ai fait, j'ai tort, car je le savais fort bien. Mais j'ai cru vous avoir demandé pourquoi vous ne vous aviez point averti, car je fus tout étonnée de le voir. Je suis fort aise que vous ne l'ayez plus. Vous savez ce que vous en avez mandé. Monsieur de Coulanges vous parlera de votre lit d'ange. Pour moi, je veux vous louer de n'être point grosse et vous conjurer de ne la point devenir. Si ce malheur vous arrivait dans l'état où vous êtes de votre maladie, vous seriez maigre et laide pour jamais. Donnez-moi le plaisir de vous retrouver aussi bien que je vous ai donné et de pouvoir un peu trotter avec moi, où la fantaisie nous prendra d'aller. Monsieur de Grignan vous doit donner, et à moi, cette marque de complaisance. Ne croyez donc pas que vos belles actions ne soient pas remarquées. Les beaux procédés méritent toujours des louanges. Continuez. Voilà tout. Vous me parlez de votre dauphin. Je vous plains de l'aimer si tendrement. Vous aurez beaucoup de douleur et de chagrin à essuyer. Je n'aime que trop la petite de Grignan. Contre toutes mes résolutions, je l'ai donc ôtée de Livry. Elle est 100 fois mieux ici. Elle a commencé à me faire trouver que j'avais bien fait. Elle a eu, depuis mon retour, une très jolie petite vérole volante, dont elle n'a point été du tout malade. Ce que le petit Péquet a traité en 2 visites aurait fait un grand embarras, si elle avait été à Livry. Vous me demanderez si je l'ai toujours vue. Je vous dirai que oui. Je ne l'ai point abandonnée. Je suis pour le mauvais air, comme vous êtes pour les précipices.
Il y a des gens avec qui je ne le crains pas. Enfin, je la laisse en parfaite santé au milieu de toutes sortes de secours. Madame du Puy-du-Fou et Péquet la sèvreront à la fin d'août. Et comme la nourrice est une femme attachée à son ménage, à son mari, à ses enfants, à ses vendanges et à tout, Madame du Puy-du-Fou m'a promis de me donner une femme pour en avoir soin, afin de donner la liberté à la nourrice de pouvoir s'en aller. Et la petite demeurera ici avec cette femme qui aura l'œil à tout. Marie, que ma petite aime et connaît fort, la bonne mère Jeanne, qui fera toujours leur petit ménage, Monsieur de Coulanges et Madame de Sensé, qui en aura un soin extrême. Et de cette sorte, nous en aurons l'esprit en repos. J'ai été fort approuvée de l'avoir ramené ici. L'Ivry n'est pas trop bon sans moi pour ces sortes de gens-là. Voilà qui est donc réglé. De Coulanges. Dans quelques lits, que vous soyez couchés, vous pouvez vous vanter que vous êtes couché dans un lit d'ange. C'est votre lit, madame. Votre lit, c'est un lit d'ange. De quelque manière qu'il soit retroussé. Mais je ne crois pas qu'il n'y ait que votre lit qui soit un lit d'ange. C'est un lit d'ange que celui de mon charmant marquis. Voilà un homme bien raisonnable et une pauvre femme bien contente. Celui de Monsieur de Coulanges n'est pas tendu par les pieds. Il y a 5 fers en 5 sur le bois de lit, d'où pendent 5 rubans qui soutiennent en l'air les 3 grands rideaux et les 2 cantonnières. Les bonnes grâces sont retirées vers le chevet avec un ruban. Adieu, ma bonne. Monsieur de Grignan veut-il bien que je lui rende une visite dans son beau château? Pour une créature que j'aime passionnément. Lettre 21 à Arnaud d'Antilly. Écrit à Aix, dimanche 11 décembre 1672. Au lieu d'aller à Pomponne, vous faire une visite, vous voulez bien que je vous écrive? Je sens la différence de l'un à l'autre, mais il faut que je me console, au moins de ce qui est en mon pouvoir. Vous seriez bien étonné si j'allais devenir bonne à Aix. Je m'y sens quelquefois portée par un esprit de contradiction. En voyant combien Dieu y est peu aimé, je me trouve chargée d'en faire mon devoir. Sérieusement, les provinces sont peu instruites des devoirs du christianisme. Je suis plus coupable que les autres, car j'en sais beaucoup. Je suis assurée que vous ne m'oubliez jamais dans vos prières. Je crois en sentir des effets toutes les fois que je sens une bonne pensée. J'espère que j'aurai l'honneur de vous revoir ce printemps et qu'étant mieux instruite, je serai plus en état de vous persuader tout ce que vous m'assuriez, que je ne vous persuadais point. Tout ce que vous saurez entre ci et là, c'est que le prélat, qui a le don de gouverner les provinces, avait la conscience aussi délicate que Monsieur de Grignan. Il serait un très bon évêque, ma basta. Faites-moi la grâce de me demander de vos nouvelles. Parlez-moi de votre santé. Parlez-moi de l'amitié que vous avez pour moi. Donnez-moi la joie de voir que vous êtes persuadé que vous êtes au premier rang de tout ce qui m'est le plus cher au monde. Voilà ce qui m'est nécessaire pour me consoler de votre absence, dont je sens l'amertume au travers de tout l'amour maternel. Monsieur de Rubin-Chantal, pour Monsieur d'Andilly, à Pomponne. Lettre 22 à Madame de Grignan, écrite à Marseille, le mercredi 25 janvier 1673. Je vous écris après la visite de Madame l'Intendante et une harangue très belle. J'attends un présent et le présent attend ma pistole. Je suis charmée de la beauté singulière de cette ville. Hier, le temps fut divin et l'endroit
d'où je découvris la mer, les Bastides, les montagnes et la ville, est une chose étonnante. Mais surtout, je suis ravie que Madame de Montfureau, elle est aimable et on l'aime sans balancer. La foule des chevaliers qui vinrent hier, Monsieur de Grignan, des noms connus, des Saint-Hérem, des aventuriers, des épées, des chapeaux du bel air, des gens faits à peindre, une idée de guerre, de romans, d'embarquement, d'aventure, de chaînes, de fer, d'esclaves, de servitude, de captivité. Moi qui aime les romans, tout cela me ravit et j'en suis transportée. Monsieur de Merseille vint hier soir. Nous dînons chez lui. C'est l'affaire de 2 doigts de la main. Dites-le à Volonne. Il fait un temps de diantre. J'en suis triste. Nous ne verrons ni mer, ni galère, ni port. Je demande pardon à Aix, mais Marseille est bien jolie et plus peuplée que Paris. Il y a 100 000 âmes. De vous dire combien il y en a de belles, c'est que je n'ai pas le temps de compter. L'air, en gros, y est un peu scélérat. Et parmi tout cela, je voudrais être avec vous. Je n'aime aucun lieu sans vous, et moins la Provence qu'un autre. C'est un vol que je regretterai. Remerciez Dieu d'avoir plus de courage que moi. Mais ne vous moquez pas de mes faiblesses, ni de mes chaînes. Lettre 23 à Madame de Grignan, écrite à Moret, lundi au soir, le 30 octobre 1673. Me voici bien près de Paris, ma très chère bonne. Je ne sais comment je me sens. Je n'ai aucune joie d'y arriver. Que pour recevoir toutes vos lettres que je crois y trouver. Je ne sais quelle raison aura eu Monsieur de Coulanges pour ne pas les envoyer à Bourbilly, comme je l'en avais prié. Je me représente l'occupation que je pourrais avoir pour vous. Tout ce que j'aurai à dire à messieurs de Brancas, Lagarde, l'abbé de Grignan, d'Acqueville, monsieur de Pomponne, monsieur le Camus. Or, cela, où je vous trouve, je ne prévois aucun plaisir. Je mériterais que mes amis me bâtissent et me renvoyassent sur mes pas. Plût à Dieu. Peut-être que cette humeur me passera et que mon cœur, qui est toujours pressé et qui me fait pleurer tous les jours sans que je m'en puisse empêcher, se mettra un peu plus au large. Mais il ne peut jamais arriver que je ne souhaite uniquement et passionnément de vous revoir. Que je ne désire avec ardeur tout ce qui peut y contribuer. Et que je ne craigne plus que toute chose ce qui pourrait m'empêcher cette satisfaction. Toutes vos affaires et le moindre de vos intérêts sont au premier rang. Toutes vos affaires et le moindre de vos intérêts sont au premier rang de tout ce qui me touche. Je penserai continuellement à vous, sans que je puisse jamais rien oublier de ce qui vous regarde. Parler de vous sera mon sensible plaisir. Mais vivre, ce qui est bon aux uns est mauvais aux autres. Je sais un peu vivre, ce qui est bon aux uns est mauvais aux autres. Pardon, j'ai lu la phrase, je ne sais pas ce que je voulais dire, donc c'est pour ça que je vous l'ai relue. Maintenant j'ai perdu la ligne, évidemment, tac, tac, tac. Ah voilà. Je n'ai pas tout à fait oublié le monde. Je connais ses tendresses et ses bontés pour entrer dans les sentiments des autres. Je vous demande la grâce de vous fier à moi et de ne rien craindre à l'excès de ma tendresse. Ma seule consolation, en attendant que je vous voie, sera de recevoir vos lettres, vous écrire et vous servir, si je le puis. Voilà mon application. Et voilà comme je me trouve, sans compter 1000 autres sentiments dont le récit vous serait ennuyeux. Si vous croyez, ma bonne, que j'exagère d'un seul mot et que je dise ceci pour remplir ma 11e lettre, vous n'êtes pas juste. Et c'est dommage que je dise si vrai. Mais je suis persuadée que vous me connaissez assez pour croire que c'est mon cœur qui me fait écrire ceci.
Et même si mes délicatesses et les mesures injustes que je prends sur moi ont donné quelquefois du désagrément à mon amitié, je vous conjure de tout mon cœur, ma bonne, de les excuser en faveur de leur cause. Je la conserverai toute ma vie, cette cause, très précieusement, et j'espère que sans lui faire aucun tort, je pourrai me rendre moins imparfaite que je ne suis. Je tâche tous les jours à profiter de mes réflexions. Et si je pouvais, comme je vous ai dit quelquefois, vivre seulement 200 ans, il me semble que je serais une personne bien admirable. Dom Courrier passa il y a 2 jours. Le cœur me battit à l'effet que vous fera son retour dans le pays. Nous jouâmes, l'abbé et moi, ce qui nous aurions dit si le hasard nous avait fait rencontrer, comme il était fort possible. L'abbé fit des merveilles et dit tout de son mieux, mais j'eus l'avantage de 1000 lieues loin. Toutes mes réponses étaient d'une force et d'une justesse extrême. Je sais cette cause au-delà de toute perfection. Si je ne me trompe, Monsieur de Pomponne ne demeurera pas dans son ignorance. Mais il ne sera plus temps, et tout est inutile présentement. J'ai eu regret à mon voyage de Bourgogne. Il m'a semblé que peut-être vous auriez eu besoin de moi à Paris. Si Monsieur de Sens avait été à Sens, je l'aurais vu. Il me semble que je dois cette civilité à tous les sentiments qu'il a eus pour vous. Je regarde tous ces lieux où je passais il y a 15 mois avec un fond de joie si véritable et je considère avec quel sentiment j'y repasse maintenant. Et j'admire ce que c'est que d'aimer quelque chose comme je vous aime. J'ai relu bien des fois, ma bonne, votre lettre que je reçus à Lyon et celle que vous écriviez à Monsieur d'Acqueville. Elles sont très tendres et font bien leur effet. Songez, ma bonne, que je n'ai pas reçu une de toutes les autres que vous m'aviez écrites. Pour moi, je vous ai écrit partout. Enfin, voici la 11e. Ce serait un vrai miracle si elles avaient toutes été jusqu'à vous. J'ai reçu des nouvelles de mon fils. C'est de la veille du jour qu'il croyait donner ma taille. Il me paraît aise de voir des ennemis. Il n'en croit non plus que des sorciers. Il avait une grande envie de mettre un peu de flamberge au vent, par curiosité seulement. Cette lettre m'aurait bien effrayée, si je ne savais très bien les marches des impériaux et le respect qu'ils ont eu pour l'armée de votre frère. Mon Dieu, ma bonne, j'abuse de vous. Voyez quel fagot je vous compte. Peut-être que de Paris, je vous manderai des bagatelles qui vous pourront divertir. Soyez bien persuadés que mes véritables affaires viendront du côté de Provence. Mon Dieu, votre assemblée et nos pétoffes, qu'est-ce que tout cela deviendra? Mais votre santé, voilà ce qui me tue. Je crains que vous ne dormiez point et qu'enfin vous ne tombiez malade. Vous ne me diriez rien là-dessus, mais je n'en ai pas moins d'inquiétude. Je conjure Monsieur de Grignan de contribuer à votre conversation et d'avoir un peu d'amitié pour moi. Je vous recommande aussi au coadjuteur si vous êtes encore à Salon. Ma bonne, je suis à vous. Et votre petit procès, l'avez-vous gagné? L'abbé vous prie d'avoir soin de vos affaires. Vous me remerciez l'autre jour de vous avoir donné plus d'1 année. Hélas, ma bonne, plaignez-moi de celle que je ne vous donne pas. Jamais je n'ai vu passer des jours avec tant de regrets. Et au moins, je n'ai pas sur mon cœur d'avoir perdu par ma volonté une seule heure du temps que j'ai pu être avec vous. Voilà, c'est la fin de la 23e lettre de Madame de Sévigné à sa fille, extraite des lettres choisies. J'étais ravie de faire cette lecture avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée si vous allez vous coucher, une bonne journée si vous commencez la vôtre. Moi, je vais aller dormir. Salut, à bientôt.